Bonjour à toutes et à tous, la Contre-Expo revient comme promis, avec aujourd'hui Chef-d'œuvre de Budapest au musée du Luxembourg, une exposition qui trouve son origine dans la fermeture du musée des Beaux-Arts de Budapest, qui pour financer son actuelle restauration a décidé de faire voyager ses œuvres, contre argent comptant évidemment, et c'est une pratique de plus en plus commune dans les musées, au sein des musées internationaux. La vraie question, c'est de savoir est-ce que ce sont les vrais chefs-d'œuvre du musée de Budapest qui sont venus, ou est-ce qu'on a une sélection un peu alternative. Moi, j'opterais très clairement pour la deuxième proposition, c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, et c'est pour ça que je pense que ça méritait de faire une contre-expo. Et à d'emblée, une interrogation avec l'affiche et entre autres le choix de l'œuvre. Pour cette affiche, une œuvre de Ripple Ronay qui paraît une sorte d'intrus dans le sous-titre de l'exposition Chef-d'œuvre de Budapest, Dürer, Greco, Tiepolo, Manet, Ripple Ronay, un artiste que personne ne connaît au sein du grand public, artiste plus qu'estimable évidemment, c'est quand même un des peintres les plus séduisants du début du XXe siècle en ce qui concerne la peinture hongroise. Il a fréquenté Bonnard, Vuillard, il a fait partie du groupe des Nabis, ô combien célèbre, on l'appelait d'ailleurs le Nabi hongrois, mais est-ce que c'était le meilleur choix que cette femme à l'oiseau qui est peut-être son chef-d'œuvre à lui, mais qui n'est peut-être pas l'œuvre finalement la plus attrayante de l'exposition. Il y a entre autres une Marie-Madeleine du Greco qui est assez éblouissante et qui peut-être aurait permis une approche plus attractive. Je rappelle qu'il y a des antécédents à l'exposition, fait notamment que le musée de Compiègne a consacré une exposition à Nicolas II Esterházy, un des membres de cette famille très puissante évidemment en Hongrie, qui fait partie, sont eux notamment qui ont été les mécènes du grand musicien Haydn. Nicolas II Esterházy, qui né en 1765, mort en 1833, a fait une collection magistrale et qui a été la base de la collection du musée des Beaux-Arts de Budapest, dont pas mal d'œuvres d'ailleurs se retrouvent sur les 6 messes du musée du Luxembourg. Le musée de Compiègne, donc en 2007, avait consacré une exposition à ce prince hongrois collectionneur. Et déjà, pas mal d'œuvres étaient venues, notamment une série d'œuvres du XVIIe siècle qu'on ne retrouve pas toutes dans l'exposition du Luxembourg. Je vous renvoie au catalogue. Il y avait 200 œuvres qui avaient été présentées à Compiègne, mais des œuvres très éclectiques, c'est-à-dire qu'il y avait notamment des partitions de musique, de la porcelaine. Au Luxembourg, on s'est concentré plutôt sur la peinture, et puis en plus quelques sculptures et pas mal d'œuvres graphiques, des dessins du XVIIe notamment, qui font peut-être partie des choses les plus belles à voir dans l'exposition. Le musée des Beaux-Arts de Budapest, qui a été créé grâce à l'acquisition par l'État en 1871, l'État hongrois, de 600 chefs-d'œuvre de la collection des princes Esterházy. Le Parlement hongrois décidera en 1896 de créer un bâtiment pour abriter ces collections. C'est ce bâtiment qui est en restauration. Alors, l'exposition est donc chronologique, comme si finalement la richesse du musée des Beaux-Arts de Budapest permettait un parcours presque exhaustif de l'histoire de l'art. Il y a une section, une première salle sur la fin du Moyen-Âge, une deuxième salle sur la Renaissance germanique, puis une salle sur la Renaissance italienne, sur le Cinquecento, c'est-à-dire le XVe siècle italien. Et là, je pense que c'est la première faiblesse de l'exposition. Pour la salle Cinquecento, on n'a pas que des grands noms. On a Marco Basetti, Giovanni Antonio Boltraffio, Bernardino Luini, qui est peut-être un des plus connus, Jacopo Bassano, et puis Veronese, Moroni et Tintoret. Alors, le problème déjà, c'est qu'on parle d'une section sur le Cinquecento, c'est-à-dire le grand siècle de la Renaissance, le XVIe siècle. On ne prend pas d'œuvre du siècle précédent et de ce qu'on appelait la première Renaissance. Il y a un très beau tableau qui, je pense, est imprêtable parce qu'il est de grande dimension et c'est une des merveilles du musée. C'est le Saint-Étienne de Ghirlandaio que vous pouvez voir maintenant. Mais il y a quand même surtout une interrogation, c'est que comment peut-on faire une salle sur Cinquecento en occultant peut-être deux des œuvres les plus importantes de la collection du musée de Budapest. C'est les deux Raphaël, qui sont considérés comme des œuvres, certes de jeunesse, mais des œuvres essentielles. Alors, le premier tableau, c'est
ce jeune homme de 1504 qui est peut-être un portrait du jeune Pietro Bembo qui sera cardinal, qui sera un des mécènes importants de Raphaël. Et bon, un tableau qui a un cadre ancien, comme vous le voyez. C'est le premier Raphaël, on est vers 1504. Raphaël inspiré, influencé sans doute par son maître le Pérugin. Tableau très élégant. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui contestent l'attribution à Raphaël. Et c'est vrai que finalement, là, il y a quand même un grand vide. L'une des forces du musée des Beaux-Arts, c'est d'avoir des Raphaël. Il y a peu de musées au monde qui ont des tableaux de Raphaël. Je vous le rappelle, il est mort assez jeune. Et finalement, bon, avoir un Raphaël ou un Léonard de Vinci dans sa collection, ça forge quasiment la renommée d'un musée. Le musée de Budapest, d'ailleurs, possède même une œuvre, ce qui est assez rare aussi, du père de Raphaël, de Giovanni Santi. Santi a appris la peinture à son fils, maintenant il n'y a plus aucun doute là-dessus. Bon, il s'est très vite détaché du père, physiquement et aussi esthétiquement, et on a un charmant Christ de douleur avec toute une grâce. Il y a un certain archaïsme encore dans cette toile, avec les mains levées, vous voyez, ce manque de naturel qu'on a souvent reproché aux peintres que Raphaël effacera finalement par son sentiment de la grâce. Et c'est vrai qu'une toile comme celle-ci, une œuvre comme celle-ci, parce que je crois que c'est une huile sur bois, aurait peut-être permis un panorama un peu plus exhaustif dans cette salle numéro 3, qui est, je dirais, la moins convaincante de l'exposition. Alors c'est vrai qu'il y a un très beau portrait d'homme de Véronèse, il y a un Hercule du Tintoret, mais il manque quand même la plus belle période de la Renaissance italienne, finalement la première moitié du XVe siècle. Puis surtout, alors la perle du musée des Beaux-Arts de Budapest, c'est la Madone Esterhazy. Elle a pris le nom de la famille de collectionneurs dont je vous parlais, notamment de ce Nicolas II. C'est lui qui l'a acquise au début du 19e siècle. C'est une œuvre qui était passée par la papauté. Et puis, elle est étonnante parce qu'elle n'est pas terminée, cette Vierge à l'enfant, aux enfants même, puisqu'il y a le petit Jésus qui montre du doigt le petit Saint Jean-Baptiste sur la gauche de la toile. Alors, on a souvent donné à cette série des Madones florentines de Raphaël, c'est avant qu'il parte à Rome, on a donné le nom des collectionneurs. Et celle-ci, on l'a appelée la Madone Esterhazy. Bon, ça évidemment, c'est une huile sur bois qui peut-être a du mal à voyager, mais j'ai vérifié, par exemple, la Vierge à l'enfant de Boltrafio, elle est aussi sur bois. Donc je suis pas sûr que ce soit un problème de matériaux, un problème de conservation, mais évidemment, il y a peut-être plus de réticence à prêter les œuvres magistrales du musée. Il y a peut-être aussi des soucis au niveau de l'assurance. Une autre merveille de la Renaissance italienne conservée à Budapest, c'est cette Vierge à l'enfant qu'on a appelée la Madone del Latte, puisqu'elle est en train d'allaiter le petit Jésus, une Madone du Corrège, peintre dont la renommée est un peu effacée aujourd'hui par rapport au trio majeur qui est Michel-Ange, Léonard, Raphaël, mais le Corrège qui était par exemple le peintre le plus cher du XVIIe siècle dans la France de Louis XIV en tout cas, le tableau du mariage mystique de Sainte Catherine d'Alexandrie que vous pouvez voir au Louvre, qui a pas mal d'affinités d'ailleurs avec l'œuvre que vous avez actuellement sous les yeux. Eh bien, c'était l'œuvre la plus chère du XVIIe siècle en France. Et c'est vrai que le Corrège, qui était admiré pour sa sensualité, était presque un élément incontournable dans une grande collection. Et dans la collection Esterhazy, il y avait cette Vierge à l'enfant. Autre artiste qui est un grand nom de la Renaissance italienne, Palma Vecchio. Là, on passe à l'école vénitienne. Alors, il faut dire que l'école vénitienne est très très bien représentée dans les collections de Budapest. Alors, ils ont pu avoir Tintoret, Véronèse. Peut-être qu'ils n'ont pas pu avoir le jeune homme de Palma Vecchio, portrait très élégant avec cette armure, un portrait à l'antique, qui est finalement assez singulier parce que on est dans ce moment, ce qu'on a appelé la Renaissance classique, le passage du 14e au 15e siècle, et le goût de l'antique avait été une des éléments majeurs de la première Renaissance. On retrouve d'ailleurs le goût pour l'antique, bon, bien sûr dans les feuilles, la coiffure même du personnage, mais aussi les pilastres qui encadrent le tableau en lui-même dans ce cadre d'origine. Autre œuvre vénitienne Del Piombo,
qui est un artiste essentiel puisqu'il a fait le voyage de Venise à Rome et il a importé la Renaissance vénitienne à Rome avec cette très séduisante jeune femme. Peut-être que l'un des artistes les plus connus de la Renaissance, c'est Giorgione, et le musée de Budapest possède deux toiles essentielles de Giorgione. Enfin, essentielles dans le sens où bon, c'est des œuvres assez rares, les portraits de Giorgione, qui est mort lui aussi très jeune. L'autoportrait que vous voyez sur la gauche, là, qui est une œuvre qui est assez troublante, difficile de savoir si l'œuvre est terminée ou non, a priori non. Bon, l'état de conservation est pas optimal, alors je dirais que ça c'est de toute façon après qui semblait difficile. Et puis à droite, un sublime portrait de jeune homme, une œuvre de 1508-1510, où on retrouve cette image toujours assez troublée dans l'expression sentimentale qu'on a chez Giorgione, une sorte d'affectation ici dans la pose notamment, même le côté assez androgyne du personnage, et puis aussi la référence à l'antique avec le petit médaillon qui est dans la partie droite, l'héritage flamand avec la bordure, le parapet qui est au premier plan, qui rappelle Van Eyck et compagnie, et les grands peintres de portraits flamands. C'est cette synthèse-là qu'arrive à faire Giorgione dans la Venise du début du XVIe siècle. Autre artiste vénitien ô combien célèbre, Titien, avec ici un portrait du doge Marcantonio Trevisani. Et bon, là aussi, il n'y a pas de Titien venu dans l'exposition. Le musée des Beaux-Arts de Budapest en possède deux. Il y a également dans leur collection une importante Vierge à l'enfant avec Saint Paul, une iconographie assez originale ici, où Saint Paul, avec son épée et son livre et ses épîtres, dont il est l'auteur, vient ici rendre hommage à cette Vierge à l'enfant, un enfant d'ailleurs assez potelé, un peu déjà maniériste. C'est une œuvre assez singulière de Titien, et c'est vrai que c'est aussi sans doute un des plus beaux musées d'Europe par l'originalité des œuvres qui y sont conservées. Pour finir sur la Renaissance italienne, qui, bon, je pense, c'est peut-être la partie la moins bien représentée dans le choix d'œuvres qui a été fait pour le musée du Luxembourg, des œuvres de Jules Romain, élève de Raphaël, qui par son goût de l'originalité, des formations anatomiques notamment, ses couleurs un peu acides parfois, même ici l'expression des visages assez étonnante, cette moue qu'on a à la fois dans le visage de la Vierge, dans le visage de ce jeune homme, et puis aussi ses grandes qualités plastiques, je pense notamment au traitement des draperies qui est essentiel dans son travail. Tout ça fait de Jules Romain un artiste qui s'affranchit de son maître Raphaël, qui fait passer la peinture à l'époque maniériste. Et là aussi, on a affaire à deux œuvres clés. Une autre œuvre, peut-être une des plus belles dans la collection italienne du musée, une œuvre de Girolamo Cicciolanti da Sermoneta. C'est un artiste pas très connu, mais ici c'est peut-être une de ses œuvres les plus belles. C'est un nu féminin. Alors, on est sans doute dans la deuxième moitié de la Renaissance. On est dans la Renaissance maniériste. Il y a une influence d'ailleurs ici des Flandres avec ces seins ronds qui rappellent un peu le maniérisme de l'école du centre de la Hollande. C'est une toile qui date de la deuxième moitié du siècle. Cicciolanti da Sermoneta vient de la ville de Sermoneta, mais il a pas mal travaillé à Rome. Et cette œuvre-là est peut-être un des bijoux de la collection de Budapest. Et puis alors, le maniérisme, qui est donc cette fin de la Renaissance, est aussi très bien représenté là-bas. Il y a une merveille aussi, c'est ce portrait de Bronzino, cette femme que vous voyez là, qui peut la rappeler le célèbre portrait d'Éléonore de Tolède. Le cadre est aussi flamboyant que le costume de la jeune femme. Mais ils ont deux Bronzino. Ils ont aussi ma photo un peu de travers parce qu'elle a été prise in situ. Un grand tableau qui représente Vénus, l'amour et la jalousie. Alors là aussi, Bronzino, artiste raffiné, artiste assez rare finalement dans les musées. Même si bon, attention, il est moins rare qu'un Giorgione. C'est un petit peu frustrant qu'on n'ait pas pu apporter cela à Paris. Une autre œuvre, alors là aussi incroyablement originale, parce que c'est l'œuvre d'un Hollandais venu travailler à Rome,
j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ce Matthias Mayvogel. C'est la charité romaine ici qui est représentée avec cette fille qui vient secourir son père qui est menacé de mort par inanition. Il est emprisonné, on lui donne pas à manger et elle va lui donner le sein puisque tombée enceinte, elle peut le nourrir de cette façon. C'est une œuvre assez froide dans la lumière, dans le coloris aussi, avec une sorte de souci réaliste très flamand, très nordique, dans notamment les plis sur les mains ou les plis sur le corps ou le cou ici du père. Mais il y a aussi une ambiance, une exaltation catholique qui montre peut-être une sorte de synthèse entre l'école italienne et l'école hollandaise dont est originaire ce peintre. Là aussi, tableau très très original. Deux autres toiles italiennes, l'Annonciation de Bernardo Strozzi. Alors cette toile-là était venue à Compiègne en 2007. Cette œuvre-là aussi se serait très bien intégrée dans la 4e salle du musée qui est consacrée à la peinture religieuse. C'est vrai que la peinture religieuse est une des forces du musée des Beaux-Arts de Budapest. Alors ils ont fait venir 3 très beaux Gréco, donc là ça vaut quand même le coup d'œil rien que pour ça. Il y a aussi un Christ en croix de Véronèse qui vaut le coup d'œil, mais bon, ils ont oublié quand même les œuvres de Bernardo Strozzi, qui est un peintre qui fait partie de cette première partie du XVIIe siècle en Italie, mais cette annonciation est sans doute une de ses œuvres les plus touchantes. Il y a notamment une économie de moyens ici dans la touche sur les nuages. Et puis cette sorte de ténébrisme, comme on l'a appelé à l'époque, avec une luminosité, un clair-obscur très, très dramatique. Une autre œuvre religieuse de Strozzi ici, qui montre d'une part le force de coloris de cet artiste et puis cette singulière liberté de touche aussi on remarque entre autres dans la tunique du Christ qui est au centre. Je passe un peu plus vite sur d'autres œuvres italiennes. La Judith de Marinari qui date de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Là aussi avec une sorte de synthèse de l'héritage du Caravage, avec ce clair-obscur un peu dissous, devenu presque non plus dramatique, mais presque sensuel. Et puis une œuvre d'Elisabetta Sirani. Sirani est une des femmes peintres les plus importantes du XVIIe siècle. Alors ils ont fait venir quand même un tableau d'Artemisia Gentileschi, qui était déjà venu pour l'exposition Gentileschi au musée Mayol. Alors là où c'est peut-être un peu dommage, c'est qu'il y a quelques œuvres qu'on n'a pas vues à Paris, qui sont jamais venues et qui méritaient peut-être de faire plus le voyage que d'autres. Bon, mais là aussi, c'est toujours facile de contester les choix. Mais c'est le but de la Contre-Expo, je le rappelle, c'est de vous offrir un regard critique, de vous montrer ce que vous pouvez pas voir, de compléter aussi les expositions en cours, et puis aussi de relativiser les avis qui sont donnés par... alors déjà dans le dossier de presse, donc on nous dit les chefs-d'œuvre les plus remarquables qui font de la renommée du musée s'exposent au musée du Luxembourg. Évidemment ça c'est de la com, mais je citerai quand même l'émission La Dispute sur France Culture. On nous dit de très grands noms de l'art, plus quelques œuvres emblématiques de l'art hongrois sont venues au musée. Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que des très grands noms. Je pense que Marco Basati, par exemple, c'est pas un des artistes les plus connus de l'histoire de l'art. Même chose pour Bartholomäus von Bassen, Hans Hofmann, ou même Gebrand van den Eekhoud. Bon, écoute, il est assez connu quand on s'intéresse à l'art flamand. Enfin, c'est peut-être pas un des plus grands noms de l'histoire de la peinture. On continue ce panorama sur l'école italienne, parce que je pense qu'encore une fois, c'est une des sections les moins riches. Giuseppe Ghezzi, ici, un artiste de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe, qui mourra en 1721, nous a fait un Pygmalion charmant, Pygmalion qui tombe dans une certaine extase au moment où on l'autorise, c'est Vénus ou Junon qui lui a accordé cette faveur, on l'autorise en fait à aimer sa statue qui va se transformer en chair, alors que c'était une statue d'ivoire à l'origine. C'est ce moment clé qui est représenté ici. On est dans une œuvre baroque, voire rococo, par cette grande
attention à la chair notamment, qui est visible jusque justement le torse de cette Vénus. Toujours dans l'école italienne, le musée de Budapest possède deux très beaux canaletto que je vous montre maintenant. Des canaletto qui font partie peut-être des plus belles toiles de l'artiste vénitien. Ici, c'est justement une œuvre importante parce que c'est une vue de Rome. Hein. On sait qu'évidemment, il a d'abord peint Venise, mais il a aussi peint Rome. Là, vous avez vue d'Antonius et de Faustina à Rome. Deuxième vue, c'est la place du Campidoglio, également à Rome. Et ça fait partie des canaletto les plus rares finalement, les canaletto romains, puisque je rappelle que c'est dans le début de sa carrière qu'il a fait ce parcours romain. L'autre point, l'autre école, alors qu'elle n'est pas du tout représentée, et ça je pense que c'est dommage. Pourquoi ne pas avoir fait un panorama un peu comme ça, équilibré, des collections du musée des Beaux-Arts de Budapest, hein, puisque alors, ils ont mis l'accent sur les collections nordiques. Alors, je pense entre autres à la Renaissance germanique qui est bien représentée. C'est d'ailleurs l'objet de toute une salle, la salle numéro 2. Bon, il y a un peu d'œuvres italiennes quand même. Et puis, il y a une salle, la salle numéro 4, consacrée à l'âge d'or hollandais, où il y a entre autres un portrait d'homme sublime de Frans Hals. Mais une des forces de la collection hongroise, des collections hongroises, c'est la collection de peinture espagnole. Et on le sait, en France, on est très faible là-dessus. Le Louvre en est l'exemple le plus patent, mais comme l'Empire des Habsbourg avait des connexions familiales avec l'Espagne depuis Charles Quint, il est évident que la collection est très forte. Alors il y a par exemple un tableau de Velázquez, la scène de taverne, que je vous montre maintenant. D'ailleurs, c'était celle-ci qui était venue, c'est une des versions qui était venue de mémoire à l'exposition Velázquez qui avait eu lieu il y a quelque temps au Grand Palais. Bon, finalement, quand on avait déjà vu le tableau, c'était pas indispensable de le prêter, mais il y a par exemple ce portrait de l'infante Dom Balthazar Carlos, daté de 1634, qui serait dû à Alonso Cano, autre peintre important de l'Espagne de ces débuts du XVIIe siècle, un contemporain de Velázquez, et qui est une œuvre presque aussi forte plastiquement que Velázquez. Je pense notamment au traitement du paysage à l'arrière-plan, qui est on ne peut plus maîtriser. Cano, qui est aussi représenté dans les collections par un Oli Mitangere que vous voyez actuellement. Et puis alors, beaucoup d'œuvres majeures, hein. Je pense notamment à ce Saint-Jean, la bataille de Clavigo, un tableau de 1660 qui est dû à Miranda, alors qui n'est pas un des plus grands noms de l'art espagnol, mais qui a beaucoup compté, notamment dans la peinture d'église. Murillo, alors là aussi, Murillo, autre grand peintre sévillan, dont les toiles se sont arrachées à prix d'or jusqu'au début du XXe siècle. Il était un des artistes les plus recherchés, hein, au XIXe. Là, ici, je vous montre la célèbre Vierge de la Fara. C'est une vierge avec des enfants qui jouent, des anges plutôt, qui jouent de la musique à l'arrière-plan. Rien que le petit Jésus est un morceau de peinture exceptionnel à lui tout seul. Autre tableau de Murillo, l'enfant Jésus distribuant le pain aux pèlerins, avec un ange qui l'assiste. Alors là aussi, ça c'est typiquement ces tableaux religieux espagnols dans leur iconographie si particulière, avec les donateurs au premier plan, une sorte, ce qu'on peut considérer presque comme une sorte d'archaïsme, rappelant la place qu'on donnait aux donateurs au Moyen-Âge ou au début de la Renaissance, qu'on retrouve dans la peinture espagnole, qu'on ne trouve pas forcément dans les autres écoles européennes à cette époque-là. Là, c'est une toile de 1678. Il y a du Zurbarán aussi dans les collections hongroises. Le Saint-André, la collection de Budapest pour être plus exact. Le Saint-André de Zurbarán daterait des années 1630. C'est une œuvre magistrale, fait partie de cette longue série de saints réalisés par ce peintre si ascétique, mais au pinceau si précis. On le voit notamment ici dans le détail du pied ou le détail de la main et du livre. Puis une troublante Sainte Famille de 1659. On a une vraie intimité entre le Christ et la Vierge. Et puis un réalisme très caractéristique aussi de l'école espagnole. Hein. Vous voyez la façon dont le Christ tête. Ça, c'est un détail et aussi un morceau de peinture
assez exceptionnelle. Une Vierge Immaculée aussi pour compléter le panorama de Zurbarán. Ça, c'est une iconographie très très forte en Espagne, puisqu'on défend mordicus le dogme de l'Immaculée Conception, qui a du mal à être reconnu par la papauté, et je dirais que c'est une thématique qui est très populaire dans l'Espagne du XVIIe siècle. Le tableau que j'ai mis dans la fiche de l'un des tableaux que j'ai mis dans la fiche de cette contre-expo avec la Vierge Esterházy de Raphaël, c'est ce chef-d'œuvre de Ribera. Alors là, on peut parler de chef-d'œuvre. En effet, c'est la stigmatisation de Saint François, la finesse des détails, notamment dans cette tunique rapiécée du saint, la composition, l'écho entre autres entre l'arbre, les branches de l'arbre et les mains écartées de Saint François. Oui, c'est une œuvre magistrale. Alors c'est vrai qu'il faudrait s'entendre sur la question du chef-d'œuvre, parce que finalement, un chef-d'œuvre, ça veut tout dire et rien dire. D'ailleurs, dans la dispute, il le disait. Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre? Alors, il disait que c'était une œuvre. C'est le terme officiel, hein, d'ailleurs. C'est une œuvre remarquable, une œuvre accomplie dans son genre, comme dit le petit Robert, ou un ouvrage capital et supérieur dans un genre particulier. Par exemple, la meilleure œuvre d'un auteur, dit le Larousse, et le Littré au XIXe siècle nous parle, je cite, d'un ouvrage ou d'une œuvre parfaite et très belle en son genre, chef-d'œuvre d'architecture, notamment, ou les chefs-d'œuvre de Corneille, et il cite Malherbe, Littré, dans son dictionnaire, mais quoi, c'est un chef-d'œuvre où tout mérite abonde, un miracle du ciel, une perle du monde, un esprit adorable à tous autres esprits. Donc, ce qui singularise le chef-d'œuvre, c'est son côté exceptionnel. Et évidemment, là, le choix du titre, on est totalement dans ces plans com actuels qui, je dirais, pourrissent un petit peu le monde des expositions, parce qu'on joue sur la com, on joue pas toujours sur la qualité, sur la pertinence de présentation des œuvres et ainsi de suite. C'est pas la plus mauvaise exposition qu'il y a actuellement à voir à Paris, hein, loin s'en faut, ça vaut vraiment le coup d'œil, hein, mais c'est vrai que y a plus que des réserves à faire. Et alors, dans la dispute sur France Culture, il disait un des commentateurs, qui m'a pas l'air d'être un grand spécialiste de l'art ancien, disait ce sont de très grands noms de l'art. Non, ça je voulais déjà citer par contre. Oui, alors c'est un best-of du mini-Louvre de Budapest. C'est Éric Lauré qui dit ça, qui est journaliste. Alors, un best-of du mini-Louvre de Budapest, parce qu'il considère que le musée de Budapest est un mini-Louvre. Bon, oui, sauf que justement, je trouve que les collections sont très différentes finalement, puisqu'il y a entre autres une grande richesse de l'école espagnole, ce qui n'est pas du tout le cas du Louvre. Ça c'est à signaler. Autre œuvre de Ribera, le martyr de Saint-André, 1628, qui était venu à l'exposition de Compiègne, qui n'est pas venu ici au musée du Luxembourg. C'est peut-être une des œuvres les plus fortes du Ribera ténébreux, avec ce clair-obscur si saisissant, ce réalisme dans le corps de Saint-André, qui, je le rappelle, avait demandé à être crucifié être crucifié différemment que le Christ. Et là, on le voit, il y a une sorte de composition très, très audacieuse finalement, avec entre autres le soldat à l'arrière-plan dans la partie haute, et puis la façon de refouler le ciel dans la partie centrale du tableau et de couvrir totalement la partie haute de nuages. Autre tableau espagnol à signaler de Palomino, qui est un artiste qui a un parcours assez particulier, mais il est venu à Madrid et il a été élève de Morales, qui est représenté juste après. Ça, c'est le Saint-Jean à Patmos de Palomino, et maintenant l'Excès Homo de Morales, là aussi des artistes très originaux par cette mise en scène qu'il propose du corps humain, cette détresse du Christ, cette façon qu'il a de rendre acérées certaines parties du corps finalement, cette violence même peut-être anatomique qui n'est pas du tout trouvable dans l'école française de la même époque. Alors justement, on passe à l'école française. C'est peut-être aussi un des éléments qui aurait mérité d'être plus développé quand même dans l'exposition. Mais vous me direz, quelque part, est-ce que ça valait le coup de faire venir des œuvres de la peinture française pour les présenter au public parisien? Non, peut-être pas. Mais alors dans ce cas, pourquoi avoir fait venir quelques œuvres, notamment du Monet, du Cézanne? C'est étonnant parce que il y a aussi de très belles œuvres du XVIIe siècle. C'est même d'ailleurs une des
une des merveilles du musée, qui en partie, je crois, vient de la collection Esterhazy. Il y a par exemple ce tableau de Philippe de Champaigne, un portrait qui représente Henri Groulard. Il est signé, daté en bas à droite, 1654. Champaigne, ce peintre du jansénisme, très influencé par l'école du Nord, avec cette luminosité si forte, c'est un des plus beaux pinceaux de la peinture française, incontestablement. Vous le voyez notamment au rendu du costume, ou aussi au rendu des ongles notamment. C'est une des forces du musée de Budapest, c'est cette section importante qu'ils ont de la peinture française pour la première moitié du XVIIe siècle. Il y a notamment deux œuvres de Laurent Lahire, un peintre très goûté en son temps, qui est peut-être plus vraiment un grand nom aujourd'hui, mais il y a vraiment deux œuvres magistrales de lui qui sont conservées là-bas. Thésée, trouvant l'épée et la chaussure de son père, comme vous le voyez ici, en soulevant ce pilier antique, ou ici Cornélie rejetant la couronne de Ptolémée. Composition à l'antique, on a parlé d'atticisme pour Lahire, c'est-à-dire d'un peintre qui rappellerait la Grèce attique, donc la région d'Athènes, par son austérité, par son goût de l'architecture grecque. Vous le voyez à l'arrière-plan, par la façon dont les temples, les bâtiments structurent l'espace. C'est un peu du David avant l'heure finalement. Et puis l'austérité des couleurs aussi, qui rappelle, qui préfigure déjà David, et la composition en frise, très maîtrisée ici dans cette représentation de Cornélie. Autre œuvre de cette période, la Clio de Pierre Mignard, aussi artiste important, qui remplacera Lebrun à la tête de l'Académie. Et puis de Dorigny, un peintre qui a beaucoup travaillé dans le Paris de la première moitié du XVIIe, Apollon et les Muses. Tableau dont on trouverait des équivalents dans la section du Louvre, là cette fois-ci. Alors c'est vrai que on va peut-être pas voir les chefs-d'œuvre du Budapest pour voir des peintures françaises, mais elles sont pas forcément très connues. C'est notamment le cas du Repos pendant la fuite en Égypte de Poussin, une œuvre dans sa composition très subtile, la façon notamment dont Joseph est refoulé à l'arrière-plan avec son bouquin, et au premier plan on a la Vierge, le petit Jésus et le Saint Jean-Baptiste, plus des amours à côté. Alors c'est le Poussin des débuts, mais un Poussin inventif, c'est tout son génie dès ce moment-là dans la façon d'inventer finalement une sorte de mise en scène originale. Là, je vous présente maintenant un tableau de Le Lorrain. Alors, Le Lorrain et Poussin, souvent on les met dans les salles assez proches. C'est le cas, entre autres, au musée du Louvre, avec un paysage ici qui montre une villa dans la campagne romaine. Et puis, alors, ce tableau, ce grand tableau de Nicolas Régnier, voici un peintre qui est de plus en plus remis à l'honneur au sein de l'histoire de l'art du XVIIe siècle. Signaler notamment le livre de Jean-Pierre Cusin sur ses héritiers du Caravage. Nicolas Régnier, qui a fait essentiel de sa carrière à Rome et qui a laissé toute une série de tableaux dans l'héritage de Caravage. Alors des joueurs de cartes, des musiciens, parfois d'ailleurs ils font les deux en même temps. Là sont juste des joueurs de cartes. Il y a plein de clins d'œil à Caravage, notamment la femme qui est en train de tricher. Il y a la diseuse de Bonaventure à l'arrière-plan qui rappelle un tableau de Caravage dont on a, un tableau de Caravage dont on a une des plus belles versions au musée du Louvre. Il y a un tableau qui aurait mérité de venir, je pense, c'est l'apothéose de Louis XIV, qui vient de la collection Esterhazy. Alors ça, c'est intéressant parce que on a affaire à une grande famille hongroise, une des plus grandes familles de l'aristocratie européenne, qui finalement a acquis un tableau Louis XIVien, à la fois dans le thème, l'apothéose de Louis XIV ici, avec voyez, les diables, l'hérésie sans doute qui est représentée dans la partie basse. Tout ça montre un goût finalement de collectionneur qui nous intéresse, nous, en tant que Français. Une toile unique, unique parce que c'est un artiste très peu connu, dont on a beaucoup de mal à identifier les œuvres. Il y a peu d'études d'envergure sur lui. Il s'appelle Michel Gobin. Il aurait travaillé dans la France du dernier quart du XVIIe siècle et il a laissé un tableau superbe d'homme fumant sa pipe, un tableau orientaliste dans le costume, ce costume avec ce turban notamment. Alors c'est
contemporain quasiment du bourgeois gentilhomme de Molière. Et c'est vrai que c'est une toile qui là aussi aurait mérité de venir, je pense, celle-ci plus que toutes les autres que je viens de vous montrer. Un sublime Chardin aussi, Nature morte avec une dinde, qui est une des merveilles de la collection du musée. Donc quand on voit l'exposition et quand vous voyez ce que je vous montre, évidemment, on se dit bon bah voilà, peut-être que les publics sont pas venus. Bon alors quelle est la raison de cela? Encore une fois, c'est difficile de tout évaluer. Question de budget peut-être, question de choix aussi des conservateurs. Hein, ça faut peut-être pas non plus les dédouaner de leur choix. Donc l'idée c'est de vous montrer un panorama beaucoup plus exhaustif pour que vous puissiez établir votre propre jugement. Le trompe-l'œil de Lyotard qui vient d'avoir un beau livre qui lui est consacré, artiste un peu méconnu du XVIIIe siècle, mérite aussi le petit coup d'œil avec ce bas-relief de Silène et d'enfants buvant autour de lui. Là on est dans l'époque de Louis XV avec ce tableau de Pierre Quillat aussi qui est un grand format. Alors on aurait aimé voir cette toile parce que et il y a, alors je me demande si elle est peut-être, elle a pas été prêtée peut-être à l'exposition du Louvre-Lens sur les fêtes galantes. Bon, le fait est que c'est un remake du pèlerinage à l'île de Cythère de Watteau, Piquillard qui est un suiveur de Watteau parmi d'autres, et ici il a représenté ce qu'il appelle l'île de l'amour. Ça aussi, ça vaut forcément le coup d'œil. Pour la peinture française, je signale qu'il y a aussi des artistes de l'époque romantique qui sont représentés dans les collections de Budapest. Il y a ce Corot de jeunesse, Souvenir d'Italie, qui est une œuvre déjà très maîtrisée. C'est typique avec cette force lumineuse de la première période de Corot. Et puis la dernière période, qu'on dit impressionniste ou pré-impressionniste, ici on est même en 1872, c'est Souvenir de Coubron, en l'occurrence, avec ce côté vaporeux si caractéristique. Bon, c'est vrai qu'ils ont fait venir de Cézanne ou pas fait venir de Corot. C'est assez étonnant la fin de l'exposition, puisque bon, il y a une partie sur ce qu'ils ont appelé l'école moderne de peinture qui cherche à insister sur le fait que la découverte de l'impressionnisme par des Hongrois notamment venus entre autres à Paris a renouvelé un peu l'école de peinture hongroise. Ce qui est vraiment dommage je crois, et ça pour moi c'est le manque, l'un des manques les plus importants en tout cas avec les Raphaël, c'est qu'il n'est pas sollicité le prêt d'une ou de plusieurs toiles de Courbet. Parce que le musée de Budapest peut se targuer d'une très très belle collection de ce peintre qui est très goûté, qui a été très goûté de son vivant par les collectionneurs du nord et de l'est de l'Europe. Je sais notamment qu'il y a pas mal de Courbet en Allemagne. Et alors un des plus beaux tableaux de Courbet, là on peut le dire, parce que c'est un très grand format, il fait plus de 2 mètres de haut, et moi je me souviens toujours de l'éblouissement ressenti devant cette toile dans le musée. Alors le prêt est peut-être difficile, mais enfin ils ont fait venir un Tiepolo qui est très grand aussi. Donc c'était peut-être pas impossible. Et puis on se rappelle à la dernière rétrospective Courbet qu'ils ont fait voyager aussi quand même des Courbet de grand format. C'est une toile qui représente des lutteurs. C'est un sport et un spectacle très en vogue dans la France du milieu du 19e siècle. C'est un tableau de 1853. Plus rapidement, des paysages de Courbet, le cèdre à Hauteville ici, le printemps à Fouras, des œuvres de 68 et 63, un paysage au rocher de l'exil suisse qui date de 72, même chose ici, toujours dans la fin de sa période, le château à Blonay, paysage de neige, là aussi très goûté par les amateurs du peintre originaire d'Ornans. Ils ont fait venir un très beau Gauguin. Là aussi, ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est un Gauguin de Tahiti, ce qu'on connaît le mieux. Mais moi, je me dis quand même, pour une exposition au musée du Luxembourg, est-ce que ça valait pas le coup de faire venir aussi ça, voire plutôt de ne pas faire venir ça à la place du Gauguin tahitien, parce que c'est un Gauguin parisien. C'est la neige à Vaugirard ici, superbe toile de 1879. C'est le Gauguin des débuts, marqué par l'impressionnisme notamment, enfin particulièrement. Alors, dans les portraits, il y a un très beau Corot, qui est... alors, là aussi, Corot est célèbre pour ses paysages, mais il a fait, dès sa période italienne, il a fait des portraits. Là, c'est un Corot de la fin de sa vie. Cette femme aux marguerites est datée de
des années 1870. Il n'est pas terminé, on le voit à la main, laissé comme ça abrégé. Là aussi, c'est une toile assez merveilleuse, et quand on aime Corot, on est surpris devant cette toile par évidemment ce qu'on appellerait ce côté impressionniste, non pas avant l'heure, parce que là c'est exactement contemporain. On se demande même s'il n'y a pas une sorte de renvoi d'influence, s'il n'y aurait pas un petit coup de Manet dans ce traitement si libre. Je pense notamment de la bordure rouge du costume de cette femme. Ils ont fait venir un Manet qui pour moi est pas une merveille, pas un chef-d'œuvre. C'est le portrait de la maîtresse de Baudelaire. Manet a fait quand même beaucoup mieux que ça. Bon, c'est vrai que c'est une œuvre qui fait fantasmer, parce que c'est le personnage, la maîtresse de Baudelaire, qui d'ailleurs va mourir assez jeune, qui explique peut-être le choix des commissaires. C'est plus la femme représentée que la qualité intrinsèque de l'œuvre, je pense, qui justifie le choix. Un autre sublime portrait, c'est cette femme au châle de Gustave Doré. Alors Gustave Doré a été un peu réhabilité par une exposition au musée d'Orsay il y a pas très longtemps, et on s'était aperçu que finalement c'était pas seulement un illustrateur, mais aussi un peintre plus qu'estimable. Et dans la salle consacrée à ses travaux à Londres, puisque va partir pour faire un livre illustré sur la ville de Londres, la ville moderne de Londres, eh bien, il a un peu représenté la jet set londonienne, notamment toute une série de grandes dames, et cette femme au châle est peut-être une de ses œuvres les plus éblouissantes techniquement. Regardez notamment le travail de l'éventail, donc j'ai mis un gros plan sur la droite, là, le travail de la collerette, c'est de l'impressionnisme incontestablement. Alors ça serait signé Manet, on crierait au chef-d'œuvre. Alors comme c'est Gustave Doré, on le crie peut-être moins, mais honnêtement, c'est une des plus belles œuvres du musée de Budapest. Bon, elle n'est pas venue au Luxembourg, mais quand le musée sera réouvert, il aura forcément une place de choix. Il avait d'ailleurs une place de choix dans l'ancienne version du musée que j'avais eu la chance de voir. Une autre œuvre qui était mise en valeur aussi d'un artiste évidemment moins connu que les grands noms de l'impressionnisme, c'est Théodule Ribaud, qui attend toujours une exposition en France, grand artiste de la nature morte notamment, qui fait une synthèse étonnante entre la technique d'un Manet, l'élégance d'un Chardin notamment, et ça c'est admirablement peint, une nature morte des années 70. Ils ont fait venir 2 tableaux de Monet qui là aussi méritent vraiment le coup d'œil. On aurait pu aussi préférer ces arbres en fleurs de 1879. Bon, vous jugerez en comparant cette toile aux 2 Monet de l'exposition. C'est dommage quand même qu'ils aient pas fait venir ce Pissarro avec ce pont neuf. C'est quand même encore une fois, dans un musée parisien comme le musée du Luxembourg, qui a une certaine identité à défendre, même, ou voire à trouver, parce que je pense que c'est aussi tout le problème de ce musée, qui est maintenant une sorte de succursale du Grand Palais, donc un musée bis. Avant, il appartenait au Sénat, il était dirigé par le président du Sénat, donc il savait pas trop quoi en faire, le président du Sénat. Il nommait à sa tête des gens compétents ou pas, mais c'était par nomination, donc évidemment tout ça faisait un peu jaser. Et ils ont pourtant fait des très belles expositions dans le passé, mais le fait est que évidemment les Parisiens aiment voir aussi des représentations de leur ville, et ce tableau de Pissarro, un des ultimes de sa carrière, c'est le moment où Pissarro atteint d'une terrible maladie aux yeux, qui ne peut plus supporter en fait l'extérieur, est bien peint depuis des fenêtres d'hôtel, soit le Pont Neuf, soit la place de la Comédie Française, et cette vue du Pont Neuf est une de ses toiles les plus admirables de son ultime période. Un portrait de jeune femme de Renoir aussi que je tenais à montrer. C'est étonnant que j'ai mis 2 Cézanne, 2 Monet, et puis bon, peut-être qu'on aurait pu faire un patchwork un peu plus équilibré. Je termine en signalant que l'une des forces de l'exposition, c'est donc la peinture nordique, très bien représentée dans 2 salles. La salle numéro 2 sur la Renaissance germanique. Il y a une merveille, alors là oui, chef-d'œuvre absolu, c'est un portrait de jeune homme sur fond rouge de Dürer, qui est d'ailleurs un panneau sur bois, sur sapin pour être exact. Je comprends pas d'ailleurs qu'ils aient pas pris ça comme image attractive. Il y a aussi une lamentation sur le Christ mort de Lucas Cranach l'Ancien. Ça aussi, ça vaut vraiment le coup d'œil. D'ailleurs, de Cranach, le vieux,
comme on dit plutôt chez nous, le Christ et la femme adultère que je vous montre ici ne sont pas venus. Bon, là aussi peut-être près un petit peu trop exigeant, trop difficile. C'est une œuvre magistrale de Cranach qui montre évidemment une sorte là aussi une sorte de certaine violence, une acuité dans le traitement de l'homme sur la gauche avec sa pierre. Il y a presque un sentiment de la caricature déjà ici dans les personnages qui entourent le Christ. Et puis alors la façon dont la femme adultère se présente comme ça, façon en retrait, au système d'opposition aussi. Dans le jeu des couleurs, notamment la tonalité des couleurs, tout ça est admirablement peint. C'est une des merveilles du musée. Autre œuvre flamande qui n'est pas venue, ce tableau de Van Emerson d'Isaac bénissant Jacob. Tableau très très troublant. Alors là, on est dans le maniérisme, dans ce qu'il peut nous proposer de plus incroyable, de plus excentrique. Tableau qui date de la première moitié du XVIe siècle. Et du Jordaens, alors il y a une œuvre de Jordaens, je crois que c'est un dessin qui est dans l'exposition, mais le musée possède 2 grandes toiles que je tenais à vous montrer, parce que là aussi ça fait partie des plus belles, sans doute de ce qu'on peut vraiment appeler des chefs-d'œuvre. Les satires et les paysans, ici, ça c'est la première œuvre, et puis alors surtout, tableau déroutant. Mais alors après, on aime ou on n'aime pas Jordaens, parce que évidemment la façon de déformer l'anatomie peut en éloigner plus d'un, mais voilà quand même un Adam et une Ève qui ont le mérite d'être originaux, vous en conviendrez, et c'est là aussi une des merveilles du musée de Budapest. Dans la section consacrée à la peinture religieuse, ils appellent ça un nouvel élan religieux. Moi, j'aurais bien vu quand même cette toile de Molenaer qui s'appelle le reniement de Saint-Pierre. Ça, alors, si on reste là dans la perspective de l'exposition, qui pose problème, je pense, parce que bon, ils ont fait une perspective chronologique et puis finalement, ils disent eux-mêmes, on a aussi voulu faire un peu de thème. Alors du coup, la salle 4 est plus dans la chronologie, c'est une thématique religieuse, et puis la salle 6, ça s'appelle caractère, avec une sélection de têtes, bon, pour pas dire finalement portrait. Moi, je crois que dans ces cas-là, faut choisir. Hein. C'est comme quand on fait une dissertation d'histoire de l'art. Hein, je le dis pour les étudiants qui préparent des concours, ceux qui m'écoutent. Mais il faut choisir. Donc, soit on fait le thème, soit on fait la chronologie, mais on n'essaie pas de mélanger les deux. Ça convient pas très bien. Peut-être aussi, c'est ce qui a été regretté par certains commentateurs, on aurait pu organiser l'exposition par les goûts. Notamment de la famille Esterhazy ou par certains donateurs, faire vraiment quelque chose qui est plus lié à l'histoire des musées en lui-même, hein, une histoire des collections. Ça aurait peut-être été plus pertinent, parce que là c'est vrai que c'est un des points faibles de l'exposition, c'est la perspective, l'approche générale qui nous est proposée. Et en tout cas, dans cette idée, pourquoi pas, hein, d'interroger le renouveau iconographique de la peinture religieuse, il y a une œuvre capitale ici, c'est ce reniement de Saint-Pierre, façon tableau de genre, et c'est quand même, je pense, une des toiles les plus essentielles dans la thématique qui nous occupe, avec ce pauvre Saint-Pierre que vous voyez en haut à droite du tableau. Signale dans cette peinture nordique, qui est le point fort de l'exposition, qu'il y a une sorte de hiatus, c'est-à-dire que alors, il représente très bien le Moyen-Âge, la Renaissance, le XVIIe, autour de Hals, donc ce qu'il appelle l'âge d'or hollandais. Et puis après, alors il y a un trou, et notamment ils oublient la période romantique. Il y a un peintre qui est très bien représenté au musée de Budapest, qui est un Autrichien, qui est né à Vienne, mais évidemment à proximité, le fait notamment que la Hongrie sera rattachée à l'Autriche dans la deuxième, enfin à partir de 1867 je crois, fait que bon, il y a eu des points de jonction, et il y a peut-être un peintre qui aurait mérité d'être montré à Paris, parce qu'il n'est pas très connu chez nous, c'est ce si sublime portraitiste qui s'appelle Hammerling, d'origine pauvre. Il est parti à Londres, alors il est né en 1803, il fait un voyage à Londres puis à Paris. À Paris, il a rencontré Horace Vernet notamment, artiste romantique très célèbre à son époque. Il revient à Vienne en 1828 et il devient peintre officiel de la cour en 1832. Et il nous a laissé notamment ses études de portrait, puisqu'il fera sa fortune, enfin son succès grâce au portrait. Des études de portrait qui sont parmi, je pense, qu'il y a de plus beau dans l'école romantique pour le musée de Budapest. Autre très bel exemple ici, une jeune femme lisant des années 1830.
Et puis alors, l'exposition se conclut avec une section sur la peinture. La peinture hongroise. Donc les deux œuvres que je vous ai montrées précédemment, ils sont d'ailleurs à la Galerie nationale non, pardon, non, ceux-là ils sont au musée des Beaux-Arts de Budapest. Et les œuvres que je vous montre maintenant, là, pour finir, sont à la Galerie nationale de Budapest, donc qui est de l'autre côté du fleuve, de la ville, qui est un musée un peu comme ça arrive dans pas mal d'endroits de musées européens, notamment à l'Est, hein, où on a une scission comme ça entre la peinture non nationale et la peinture nationale. Et cette galerie a prêté comme ça quelques œuvres pour enrichir le panorama. Là aussi, je trouve ça un peu bâtard, ce mélange. Pourquoi ne pas avoir concentré les prêts sur le musée des Beaux-Arts de Budapest? Alors je me demande si c'est pas justement pour multiplier les expositions, pour rentabiliser au maximum les collections. J'ai pas eu la possibilité de savoir si où iront les collections dans le monde entier. Le fait est que bon, du coup, ça fait une exposition qui nous laisse un peu sur notre faim. Il y a 80 œuvres de représenter, une grande majorité de peintures. Il y a un très beau tableau que je tenais à vous montrer, c'est ce tableau de Sandor Liesenmeyer qui représente une femme dormant. Ça, c'est une des plus belles œuvres, je pense, de la Galerie nationale de Budapest. Ou alors cette étude de Genio Gyarfas, pardon, difficile de prononcer les noms hongrois. C'est une étude, on voit très bien que les mains ne sont pas terminées à la partie basse, et c'est une œuvre qui date du milieu du 19e siècle. Une très belle étude de femme ici, de Székely, pardon, qui là aussi peut-être aurait pu venir dans les têtes de caractère. Je vous montre ces têtes-là parce que je trouve que la salle finalement sur les caractères aurait pu se prolonger jusqu'au 18e siècle et jusqu'au 19e, pardon, de façon un peu comme ça, plus nationale. Ça aurait fait une belle transition avec cette dernière salle où il aurait fallu faire d'ailleurs tout un panorama comme ça, avec entre autres cette belle brodeuse de Rudnay qui date des années 1910 et qui nous ouvre la voie à cette belle époque dont je reparlerai la semaine prochaine avec l'exposition Apollinaire.